Clara Durand était une femme d'affaires accomplie, réputée pour son esprit vif et sa vision stratégique. À chaque nouveau projet, elle agrandissait son empire, dominant avec brio le marché de la mode de luxe à Paris. Mais derrière son sens aigu des affaires se cachait une femme qui ressentait un vide dans sa vie personnelle. Clara ne croyait ni aux coups de foudre, ni aux contes de fées. Pour elle, les relations étaient des transactions, des contrats à exécuter avec efficacité. Et en matière de mariage, elle se voyait davantage comme une négociatrice que comme une romantique. C'est lors d'un dîner de gala dans l'élégant quartier du Marais, où les regards ne se croisaient que pour conclure des affaires et sceller des partenariats, que Clara fut mise au défi par Isabelle, une amie de longue date. Avec un sourire malicieux, Isabelle suggéra à Clara d'épouser quelqu'un qui sortait de sa zone de confort. Quelqu'un de différent. Ce qui avait commencé comme une simple provocation se transforma rapidement en un pari sérieux entre les deux. Ravie par l'audace de son amie, Isabelle mit Clara au défi d'épouser un homme obèse, l'antithèse même de sa nature perfectionniste et autoritaire. Clara n'hésita pas. Elle avait toujours aimé les défis, et un mariage sans émotion était une victoire facile. Le contrat était signé. Elle épouserait n'importe quel homme, le plus différent qu'elle puisse trouver, comme un véritable pari. Pour Clara, ce serait une histoire sans complications majeures, une expérience curieuse et, au final, une anecdote amusante à raconter. L'homme ne serait qu'un pion dans le jeu de la vie, une simple formalité. C'est alors qu'elle rencontra François Leclerc. Avocat renommé, il arborait un sourire chaleureux et un ventre imposant, une présence physique qui contrastait fortement avec l'élégance squelettique et la posture droite de Clara. À ses yeux, François incarnait tout ce qu'elle considérait comme une erreur de mode de vie, négligée, apathique et d'un manque d'ambition flagrant. Mais, à la surprise de Clara, il y avait en lui autre chose, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais qui commençait à éveiller une curiosité malgré elle. François n'était pas le genre d'homme qu'elle avait l'habitude de côtoyer. Il n'était pas impressionné par sa richesse ni par son pouvoir, et semblait plus intéressé par les discussions juridiques et philosophiques que par l'admiration qu'il portait à Clara en tant que femme influente, telle que tous l'apercevaient. Les jours passant, Clara commença à s'interroger sur ses propres motivations. Il y avait chez François quelque chose qui la déconcertait. Il semblait posséder une sérénité qu'elle n'avait jamais rencontrée dans son entourage. Il riait aux blagues qu'elle trouvait drôles, mais pas comme elle l'imaginait. Il était différent, sans prétention, et pourtant profondément intéressant. Le mariage eut lieu sans grandes attentes. Ils s'unirent par les liens du mariage lors d'une cérémonie discrète, sans faste ni cérémonie. Clara était persuadée de sa victoire, comme aux échecs où elle connaissait toujours le coup suivant. Mais elle n'avait pas prévu ce qui allait se passer après la cérémonie. Elle n'avait pas prévu que François commencerait à remettre en question sa propre conception du succès. Et, plus surprenant encore, elle n'avait pas prévu que cet homme inapproprié la pousserait à reconsidérer sa vie et à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur le bonheur et l'épanouissement. Ce mariage, qui avait débuté comme un pari pour amuser ses amis et prouver quelque chose, allait devenir l'expérience la plus transformatrice de sa vie. Clara a grandi dans un Paris où la réussite se mesurait à l'aune de la perfection extérieure, marque de luxe, dîner chic et un cercle social où la réussite sociale primait. Dès son plus jeune âge, elle a été conditionnée à percevoir le monde comme un jeu de pouvoir et de contrôle. L'héritage de son père, l'un des plus grands magnates de la mode française, pesait lourdement sur ses épaules. La pression était constante, mais Clara savait la gérer. Pour elle, être irréprochable était une nécessité, un moyen de garantir que personne ne puisse jamais contester son autorité. Cependant, dans cette quête effrénée de réussite, Clara commença à ressentir un malaise. Les soirées, les dîners et les réunions ne la satisfaisaient plus. Elle ne se sentait plus stimulée par ses concurrents et ses amitiés lui paraissaient de plus en plus superficielles. Mais contrairement à beaucoup de femmes dans sa situation, Clara refusait de sombrer dans une crise existentielle.
Elle était convaincue que le contrôle était la solution à tout, jusqu'à sa rencontre avec François. François Leclerc, en revanche, vivait dans un monde bien différent. Issu d'une famille bourgeoise, il avait passé sa jeunesse dans une banlieue parisienne paisible, loin du tumulte des mondanités et du glamour. Son métier d'avocat l'occupait beaucoup, mais c'était sa passion pour la littérature et les questions philosophiques qui le nourrissaient véritablement. Contrairement à Clara, François ne voyait pas le monde comme un champ de conquête. Il était convaincu que la véritable richesse résidait dans les expériences simples de la vie. Une conversation sincère, un bon livre ou un repas paisible en bonne compagnie. Avec son insouciance et son rire communicatif, François détonnait dans le cercle sophistiqué de Clara. Pour lui, la haute société parisienne était un monde lointain et dénué de sens. Il ne voyait pas Clara comme une femme d'affaires influente, mais comme une personne curieuse, dotée d'une intelligence remarquable et menant une vie riche en épreuves émotionnelles qu'elle s'efforçait d'ignorer. Il percevait, peut-être même mieux qu'elle, que le succès que Clara affichait n'était que le reflet de sa quête incessante d'un bonheur qu'elle n'avait pas encore trouvé, le vrai bonheur. Dans les semaines qui suivirent leur mariage, François et Clara commencèrent à passer plus de temps ensemble. Avec sa légèreté et ses questions profondes sur la vie, il l'aida peu à peu à sortir de sa zone de confort. Il l'invitait à faire de longues promenades dans les rues tranquilles de Paris, loin des distractions de son monde professionnel. Il l'encourageait à voir la ville sous un autre angle, à percevoir la beauté des petites choses, des histoires de vie qui s'entremêlaient à chaque coin de rue. Clara, habituée à tout contrôler, se sentait parfois déconcertée par la spontanéité de François. L'un des moments les plus mémorables fut leur visite au marché de la rue de Mouffetard, l'un des plus vieux quartiers de Paris, où poissonniers, marchands de fruits et de fleurs installent leurs étals chaque matin. Pour Clara, ce lieu représentait tout ce qu'elle cherchait à fuir, la saleté, le manque de raffinement et la simplicité. Mais pour François, ce marché était un véritable lieu de vie, un espace où les gens se rencontraient, partageaient des histoires et célébraient le quotidien. « Écoute, Clara », dit François alors qu'elle hésitait à le suivre vers un étal de fromage, « ce sont les choses les plus simples de la vie qui nous enrichissent le plus. Ce n'est pas ce que nous possédons qui compte, mais comment nous vivons avec ce que nous possédons. » Clara, d'abord sceptique, commença à s'ouvrir à l'idée que sa quête du succès était peut-être un chemin sans fin. François lui montrait une nouvelle façon de vivre, mais elle ne savait pas encore si elle était prête à lâcher prise. Contrairement à tout ce que Clara connaissait, François ne voulait pas changer le monde qui l'entourait. Il voulait simplement vivre en toute authenticité, en harmonie avec les petites merveilles de la vie. Et peu à peu, il changeait la façon dont Clara voyait le monde. Mais quelque chose restait obscur pour Clara. Elle ne comprenait pas pourquoi François semblait si serein dans sa vie simple. Il aurait pu tout avoir, une brillante carrière, une maison luxueuse, voire l'admiration de tous. Pourtant, il avait choisi d'être lui-même, sans chercher à plaire ni à impressionner qui que ce soit. Ce comportement déconcertant suscitait en elle un mélange de curiosité et de frustration. Clara savait que, malgré tous ses efforts, elle ne pourrait jamais comprendre pleinement François. Et cela, malgré sa résistance, commençait à faire naître en elle une attirance inattendue. Avec le temps, le mariage de Clara et François commença à montrer des signes de tension, même si cela n'était pas toujours visible aux yeux des autres. En apparence, tout semblait parfait. Clara poursuivait sa vie de femme d'affaires accomplie, tandis que François, avec son calme habituel, restait absorbé par son quotidien, loin des projecteurs et des ambitions de sa femme. Mais à la maison, la situation était loin d'être simple. Clara sentait bien que quelque chose n'allait pas, même si elle ignorait de quoi il s'agissait. Le premier signe que quelque chose clochait apparut lors d'un dîner de gala où Clara était invitée à un événement important du monde de la mode. Elle savait que cette soirée serait un véritable champ de bataille pour les grands noms de l'industrie. Et la présence de François la mettait mal à l'aise. Il ne comprenait pas l'importance de cette soirée, comment elle devait se comporter, à qui elle devait parler, les sourires qu'elle devait afficher pour sauver les apparences.
François se fichait de tout cela. À côté de lui, il semblait déplacé. Le serveur apporta un plat gastronomique qu'il ne put identifier et au lieu de dissimuler son ignorance, François plaisanta en disant qu'il préférait un bon plateau de fromage et de vin à ces mets raffinés et onéreux. Toute la salle le regarda avec surprise, mais il garda son calme, voire un peu amusé par la situation. Clara, en revanche, était mortifiée. Un sentiment de honte qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant l'envahit. Elle dut se retenir de s'enfuir. Ce soir-là, sur le chemin du retour, la tension entre eux était palpable. François comprit que quelque chose n'allait pas et tenta une plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Mais Clara n'était pas d'humeur. « Tu ne peux pas te comporter ainsi en public, François », dit Clara, d'un ton plus dur qu'elle ne l'aurait voulu. Ce n'était pas censé être une blague, c'était notre travail, notre avenir. François, d'un ton calme et nonchalant, répondit « Je me fiche de l'avenir, Clara. Ce qui m'importe, c'est le présent, ce qui est réel. Je ne vais pas me soumettre aux attentes des autres. Si cela vous pose problème, alors je ne suis peut-être pas la bonne personne. » Ces mots la touchèrent, d'une manière inattendue. Jusqu'à cet instant, elle avait cru maîtriser pleinement sa vie, mais l'indifférence de François face à ce qu'elle considérait comme important était incompréhensible pour elle. François sous-entendait que le succès et le statut auquel elle tenait tant n'étaient pas, à ses yeux, le but de la vie. Il la confrontait à une réalité. Leurs priorités étaient différentes. La nuit s'acheva dans le silence. Clara tenta de se convaincre que tout allait bien, que François ne comprenait tout simplement pas le monde dans lequel elle vivait. Mais, les jours passant, ce malaise persistait. Elle sentait que quelque chose se brisait, et la douleur qui en découlait devenait de plus en plus difficile à ignorer. Le conflit qui se profilait ne concernait pas seulement leur mariage, mais aussi la vision de la vie de Clara. François la remettait en question comme personne d'autre. Il ne la félicitait pas pour ses réussites, il ne la traitait pas comme une star. Au contraire, il la voyait comme une femme comme les autres, avec ses faiblesses et ses peurs, ce qui la rendait vulnérable et la déstabilisait. Leurs conversations devinrent plus tendues. François commença à souligner ses contradictions, posant des questions auxquelles Clara ne savait pas répondre. « Pourquoi as-tu besoin d'autant de contrôle ?» demanda-t-il. « Qu'espères-tu obtenir alors que tu possèdes déjà tout ?» Clara ne savait que répondre. Qu'espérait-elle accomplir au fond? Elle commença à s'interroger sur le véritable sens de sa vie. La réussite professionnelle? La reconnaissance? Ou bien lui manquait-il quelque chose de plus important pour sauver les apparences et faire fonctionner son mariage? Clara s'efforçait de se rapprocher de François. Il organisait des dîners intimes, proposait des voyages et cherchait même à mieux comprendre ses goûts simples et insouciants. Mais chaque fois qu'elle tentait de forcer les choses, sa frustration grandissait. Elle commençait à comprendre que plus elle s'efforçait, plus elle s'éloignait de François. De son côté, François semblait commencer à se demander jusqu'où il devait aller dans les désirs de Clara. Il n'avait jamais été du genre à se conformer. L'idée de changer de nature pour plaire à Clara lui paraissait absurde. Il ne voulait pas faire partie d'un système d'attentes vaines. Il croyait que le véritable amour n'exigeait pas de tels sacrifices. Mais plus il remettait en question les priorités de Clara, plus elle se sentait sous pression. Les tensions commencèrent à s'exacerber. Ce qui avait débuté comme un jeu, un pari entre amis, se transformait en un conflit profond et émotionnel. Clara, qui avait toujours maîtrisé sa vie dans son intégralité, se retrouvait désormais déstabilisée par un homme dont elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse ébranler ses certitudes. Alors que le mariage de Clara et François se complexifiait, d'autres personnages firent leur apparition, ajoutant de nouvelles tensions et révélations. Isabelle, l'amie de Clara, observait la scène de loin avec un sourire qui laissait présager un événement important. Celle qui avait orchestré le pari semblait désormais se délecter du déroulement des événements. Isabelle avait toujours pensé que Clara avait besoin de quelque chose de plus pour se sentir épanouie, mais elle n'avait jamais imaginé que ce quelque chose de plus serait François. Pendant qu'elle prenait un café au centre de Paris,
Isabelle observait Clara d'un œil attentif. « Tu n'as toujours rien remarqué, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton presque curieux, mais aussi légèrement sarcastique. « Il ne changera pas, Clara. Ça ne marche pas comme ça. » Clara hésita, mais ne voulait pas admettre qu'elle ressentait une frustration grandissante. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Isabelle. Tout va bien, il ne comprend tout simplement pas ce qui est important. » Isabelle la regarda, déconcertée mais aussi amusée par le drame qui se déroulait. « Le problème, Clara, c'est que tu essaies de le modeler à ton image. Tu le vois comme un projet, un problème à résoudre. Mais le vrai problème, c'est le tien. Pourquoi as-tu si peur de perdre le contrôle ?» Les paroles d'Isabelle résonnaient dans la tête de Clara, qui tentait de les assimiler. Elle n'avait pas l'habitude d'être confrontée à une telle situation. La question d'Isabelle la plongea dans une profonde réflexion. Après tout, pourquoi avait-elle si peur de perdre le contrôle? Elle avait déjà tout ce que la société pouvait considérer comme une vie parfaite. Pourtant, il lui manquait quelque chose, et François semblait détenir la clé pour découvrir ce quelque chose, ou peut-être ce qu'elle évitait d'affronter en elle-même. Parallèlement, les relations de François avec ses amis proches évoluaient également. Les tensions que Clara ressentait dans son mariage commençaient à l'affecter. Par un froid après-midi d'hiver, François retrouva son vieil ami Marc dans un petit café du quartier latin. Marc avait toujours été celui avec qui il partageait ses réflexions philosophiques sur la vie, et François savait qu'il pouvait se confier à lui pour évoquer les difficultés qui commençaient à surgir dans son mariage. « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» demanda Marc en remuant lentement sa tasse de café. François soupira. « Je ne sais pas. Je sais que je la respecte, et peut-être que je me suis engagé dans ce mariage avec une mauvaise idée. Je ne sais pas si j'aime Clara comme elle l'espère. Je suis moi. Je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre juste pour lui faire plaisir. » Marc le regarda attentivement comme s'il pesait ses mots. « As-tu seulement pensé qu'elle n'essayait pas de te changer ? Le problème, c'est peut-être qu'elle essaie de se modeler à toi. Elle cherche en toi quelque chose qui lui manque, et ça l'effraie. Ce n'est pas le contrôle qu'elle veut, c'est la liberté de vivre sans tant de pression. » Ces mots résonnèrent en François, le laissant un instant sans voix. Il n'y avait jamais pensé auparavant. Peut-être Clara essayait-elle vraiment d'être quelqu'un d'autre, ou pire, quelqu'un qu'elle ne voulait pas être pour s'intégrer au monde qu'elle croyait être le sien. De retour dans la vie de Clara, la pression montait. Elle s'efforçait de maintenir les apparences d'une femme d'affaires accomplie et d'une épouse dévouée, mais les conflits intérieurs devenaient difficiles à dissimuler. Ses employés remarquèrent son irritation grandissante et ses amis commencèrent à commenter son changement de comportement. Clara était rongée par une anxiété grandissante, un besoin impérieux de résoudre non seulement ses problèmes conjugaux, mais aussi sa vision même de la vie. Lors d'un événement professionnel important, Clara se retrouva face à face avec l'un de ses plus grands concurrents sur le marché du luxe, Pierre Moreau, un homme calculateur et impitoyable, avec lequel elle avait déjà eu des démêlés. La pression, pour conserver sa position dominante dans le secteur, s'intensifiait, et elle ressentait un besoin croissant de prouver à tous, et surtout à Pierre, qu'elle gardait le contrôle de sa vie. Pourtant, c'est au cours d'une conversation avec lui, où elle se sentait complètement déconnectée, qu'un événement inattendu se produisit. Pierre, avec son sourire arrogant et son attitude froide, lui fit une proposition à laquelle Clara ne sut comment réagir. « Tu joues à ce jeu, Clara, mais tu perds plus que tu ne le crois, » dit-il avec une expression subtilement triomphante. « Tu es peut-être tellement occupé à essayer de tout contrôler que tu ne remarques pas ce qui s'effondre autour de toi. » Les paroles de Pierre la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. L'idée de perdre le contrôle, d'être perçue par les autres comme une femme au bord de l'effondrement, la laissa sans voix. Elle savait qu'il avait raison d'une certaine manière, mais elle était tellement obsédée par l'image qu'elle s'était construite qu'elle ne savait pas par où commencer pour reconstruire sa vie. Pendant ce temps, François, dans son silence, commençait à comprendre que le mariage était devenu une prison, non pas pour lui, mais pour Clara.
Il voyait ses efforts pour sauver les apparences, mais il ne savait pas comment l'aider à trouver la liberté dont elle avait tant besoin. Et tandis qu'il observait ce qui se passait autour d'eux, une question lancinante le taraudait. Qui était véritablement pris au piège dans cette relation? Noël approchait, et, comme chaque année, Clara organisait la traditionnelle réception de fin d'année pour les principaux clients et partenaires de son entreprise. L'événement se tiendrait dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, où les invités se perdraient dans les lumières scintillantes de la ville, baignés de luxe et de raffinement. Mais, contrairement aux années précédentes, Clara n'éprouvait aucune excitation. Elle ressentait une pression écrasante, le sentiment que quelque chose allait se briser. Son mariage avec François, autrefois perçu comme une aventure excentrique, était devenu une source constante de frustration. Le soir de l'événement arriva, et Clara se retrouva dans une pièce remplie de personnalités influentes. Rayonnante, elle n'en était pas moins préoccupée par des problèmes qu'elle n'avait toujours pas résolus. À ses côtés, François affichait la même indifférence qu'à son habitude. Il semblait indifférent au cadre élégant, au sourire forcé et aux petits détails que Clara jugeait essentiels. Pour lui, les conversations superficielles n'avaient aucune importance. Il était plus intéressé par l'observation des gens et des dynamiques qui l'entouraient que par le jeu de pouvoir, auquel tous se livraient avec tant d'empressement. Au plus fort de la soirée, alors que la musique résonnait et que les invités se laissaient aller à la fête, une conversation inattendue interrompit le cours des événements. Clara, dans un coin de la pièce, tentait de se concentrer sur une réunion avec un investisseur important lorsqu'on lui toucha l'épaule. C'était Isabelle, son amie, visiblement inquiète. « Clara, dit-elle d'un ton urgent, tu dois aller dans l'arrière-salle. Il est arrivé quelque chose à François. » Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Aussitôt, elle laissa l'investisseur de côté et suivit Isabelle jusqu'à un endroit isolé où elle trouva François visiblement agité. Il était seul, assis par terre, le regard absent. Ce comportement était inhabituel de sa part, lui qui avait toujours gardé son calme et sa sérénité. Clara s'approcha de lui, son inquiétude grandissant. « François, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers elle, son regard était vide, comme s'il tentait de comprendre quelque chose de profondément troublant. « Je n'en peux plus, Clara, » dit-il avec une sincérité douloureuse. « Ce mariage, ce jeu, c'est plus que je ne peux supporter. » Clara, déconcertée, s'agenouilla devant lui. « François, que se passe-t-il? Que voulez-vous dire par là ?» François la regarda et pour la première fois parut vulnérable. « J'ai compris, Clara. J'ai compris que tu n'es pas vraiment mariée à moi. Tu es mariée à l'image que tu as créée de moi. J'étais une expérience pour toi, j'étais un pari, et même si j'ai essayé de m'y conformer, j'ai toujours su que tu ne me voyais pas vraiment. » Les paroles de François frappèrent Clara comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne sut que dire. Son premier réflexe fut de nier, mais elle savait qu'il avait raison. Elle avait essayé de transformer François en quelqu'un qu'il n'était pas, et maintenant, la réalité la rattrapait. Il ne voulait plus être son maquilleur, celui qu'elle contrôlait et manipulait sans s'en rendre compte. Il voulait être vu pour ce qu'il était vraiment, et non comme le reflet des attentes de Clara. « François, Clara essaya de parler, mais les mots lui manquèrent. « Je ne peux plus vivre comme ça, Clara. J'ai besoin de trouver un endroit où je peux être moi-même, et non pas celui que tu veux que je sois, » dit-il, en se levant avec difficulté. « Tu es une femme incroyable, Clara, mais tu n'as toujours pas compris ce qui compte vraiment. Je dois partir. » François lui tourna le dos et partit sans un mot de plus. Clara resta là, seule dans le silence de la pièce vide, la poitrine serrée. Ce qui venait de se passer lui semblait un cauchemar. Elle était sur le point de perdre le seul homme qui l'ait vraiment mise au défi, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais cru capable de la questionner. Mais, à cet instant précis, elle ne savait pas comment l'empêcher de partir. La fête continuait, mais l'atmosphère ambiante semblait distante et déconnectée de la réalité.
Clara se sentait piégée, paralysée par la révélation qu'elle venait de recevoir. Ce qu'elle avait toujours cru être un pari sans conséquence, une expérience sans importance, s'était transformé en un événement qui allait bouleverser sa vie à jamais. François n'était pas un simple caprice, ni un pion dans son jeu. Il était la réponse aux questions qu'elle avait ignorées pendant des années. Mais avait-elle laissé passer sa chance de le comprendre à temps? La nuit passa comme dans un rêve. Clara rentra chez elle, mais elle ne savait pas à quoi s'attendre. L'absence de François lui pesait terriblement et pour la première fois, le vide dans sa vie lui parut insupportable. Dans les jours qui suivirent le départ de François, Clara sombra dans un silence que personne autour d'elle ne semblait comprendre. Ses assistants continuaient de lui apporter des contrats, des rendez-vous et des invitations, mais plus rien n'avait de sens. Celle qui avait jadis dirigé des départements entiers pouvait à peine se regarder dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vide. La maison, jadis symbole de puissance et de raffinement, paraissait désormais froide et sans vie. Les fleurs soigneusement renouvelées chaque matin, les verres en cristal alignés dans la cuisine, les tableaux d'artistes renommés, tout semblait dénué de sens. Clara se surprenait à imaginer François assis au salon, lisant un de ses livres, avec ce calme qui l'irritait autant qu'il l'enchantait. Il avait laissé un vide que le luxe ne pouvait combler. Pendant une semaine entière, elle s'efforça de maintenir sa routine, réunions, entretiens, rendez-vous. Mais quelque chose avait changé. Les sourires forcés, les conversations superficielles, le culte de la réussite, tout cela lui paraissait désormais grotesque. Elle se remémora ses conversations avec François. « Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut être plus éloquent que 1000 mots ?» Il dit cela avec une lueur dans les yeux que Clara comprit à présent. Un matin, sans prévenir personne, Clara annula tous ses rendez-vous et prit la route vers la campagne française. Elle voulait disparaître un instant, respirer, comprendre ce qui s'était réellement passé. Elle roula pendant des heures jusqu'à arriver dans un petit village, entouré de champs de lavande et de maisons en pierre. Là, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit la paix. Elle trouva un logement dans une petite auberge tenue par une dame âgée nommée Hélène. Apprenant que Clara venait de Paris, Hélène sourit et dit « Les citadins pensent toujours qu'ils ont le contrôle, jusqu'à ce qu'ils réalisent que le temps ne se plie à la volonté de personne. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Clara passait ses journées à parcourir les sentiers, à contempler les couchers de soleil et à écouter le souffle du vent. Peu à peu, elle renoua avec quelque chose qu'elle avait oublié, la simplicité. Un après-midi, alors qu'elle flânait dans le village, elle entra dans une petite librairie. L'odeur du vieux papier et du bois était réconfortante. Sur le comptoir, un livre ouvert laissa apparaître une phrase soulignée qui attira son attention. Le véritable amour ne consiste pas à essayer de modeler l'autre personne, mais à l'accepter telle qu'elle est. Clara se figea. François aurait pu dire ça. Sans réfléchir, elle acheta le livre, un recueil de lettres philosophiques, et l'emporta avec elle. Ce soir-là, elle lut attentivement chaque page, avec l'impression de reparler à François. Et puis elle comprit. Il avait essayé de lui apprendre quelque chose depuis le début, mais elle était trop occupée à vouloir le surpasser. Le lendemain, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle écrivit une lettre. Elle était simple, honnête, et pour la première fois, Clara laissait tomber le masque de la perfection. « François, maintenant je comprends ce que tu voulais dire quand tu disais que j'étais mariée à une image. J'ai passé ma vie à croire que l'amour était une transaction, un jeu de pouvoir. Mais avec toi, j'ai appris qu'il s'agit de lâcher prise. Tu m'as montré que la beauté ne réside pas dans ce qui impressionne, mais dans ce qui demeure. Je ne sais pas si tu penses encore à moi, mais je pense à toi tous les jours. Je t'ai peut-être perdu, mais tu m'as appris quelque chose que personne d'autre n'aurait pu m'apprendre. Comment être humain? » Elle ne savait pas si elle enverrait la lettre. Le simple fait de l'écrire avait déjà été libérateur. Pour la première fois, elle sentait un poids s'envoler de ses épaules. Quelques semaines plus tard, Clara retourna à Paris, mais elle n'était plus la même.
Elle vendit une partie de son entreprise et lança un nouveau projet, une fondation aidant les petits entrepreneurs à se relancer en s'appuyant sur des histoires vraies de réussite face à l'adversité. Elle utilisait son influence non pour être admirée, mais pour inspirer. Et puis, un après-midi de printemps, quelque chose d'inattendu se produisit. Lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat humain, un événement simple et sans prétention, Clara montait sur scène lorsqu'elle aperçut quelqu'un au fond de la salle. Son cœur s'emballa. C'était François. Il avait maigri, le visage serein, et l'écoutait attentivement parler. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Clara reprit son discours, la gorge nouée. Lorsqu'elle eut terminé, François s'approcha calmement. « Tu as changé, dit-il avec un léger sourire. »« Je crois que j'ai enfin appris à voir, » répondit Clara, émue. Les deux restèrent silencieux pendant quelques secondes, jusqu'à ce que François ait terminé. « Tu sais ce qui est drôle, j'ai changé aussi. Je pensais que tu ne comprendrais jamais et j'ai sous-estimé le pouvoir transformateur de l'amour. » Clara sourit, les larmes aux yeux. Nul besoin d'explication, ni de promesses. Ils s'étreignirent et dans ce simple geste, tout le poids du passé se dissipa. À ce moment-là, Clara comprit le véritable sens du mot. Amour, il ne s'agissait ni de possession ni de perfection. C'était la rencontre de deux âmes désireuses de se voir sans masque. Le temps passa et Clara et François continuèrent de se voir, mais leur relation avait évolué à un nouveau rythme. Elle ne reposait plus sur des attentes irréalistes, mais sur une acceptation profonde et mutuelle. Ils se voyaient de temps à autre, tantôt pour des dîners intimes, tantôt pour de longues promenades en ville. Chaque instant était une découverte, un renouveau. Clara, sa fondation pleinement opérationnelle, est devenue une référence dans le monde des affaires, mais cette fois-ci de manière authentique. Elle a utilisé sa voix pour inspirer et aider ceux qui avaient besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leurs rêves. Son nom n'était plus synonyme de pouvoir absolu ou de statut social, mais de transformation, de changement. Mais une atmosphère pesante persistait, une atmosphère que Clara n'avait pas anticipée. Elle commençait à comprendre que, malgré tous ses efforts pour changer, son passé, celui qu'elle avait tenté d'oublier, la hantait encore. L'ancienne femme d'affaires, obsédée par le contrôle et la perfection, habitait toujours une part d'elle-même. Clara savait que, pour se libérer véritablement, elle devrait affronter ce passé une fois pour toutes. C'est alors qu'eut lieu une rencontre inattendue. Lors d'un événement consacré à l'entrepreneuriat durable, Clara croisa Pierre Moreau, son ancien rival, cet homme arrogant avec lequel elle avait eu des échanges acerbes. Toujours aussi stratégique et calculateur, il l'aborda après la conférence, un sourire discret aux lèvres. « Clara, il semble que tu aies enfin trouvé ta place dans le monde. J'ai toujours su que pour toi, le succès serait bien plus qu'une simple accumulation de richesses. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. » Clara le regarda avec suspicion. Pierre était du genre à ne jamais donner d'informations sans arrière-pensée. « De quoi parles-tu » demanda Clara en haussant un sourcil. Pierre regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis dit, avec une légèreté inhabituelle chez lui, « Saviez-vous que votre entreprise a été rachetée par quelqu'un de votre entourage proche, quelqu'un qui tirerait profit de votre échec? Je ne parle pas de vos fondations, mais de ce que vous avez construit auparavant. Je pense que vous devriez approfondir la question. » Le choc fut immédiat. Clara était sous le choc. Comment quelqu'un de son entourage pouvait-il vouloir s'emparer de ce qu'elle avait construit? Elle avait toujours cru que les gens qui l'entouraient étaient des alliés, dignes de confiance. Mais les paroles de Pierre lui avaient ouvert une plaie béante, une blessure qu'elle n'aurait jamais cru possible. Clara commença à enquêter. Les indices se dévoilèrent peu à peu, et la vérité qui émergea fut encore plus choquante. La personne à l'origine de cette escroquerie financière n'était autre qu'Isabelle, son amie. Isabelle avait manipulé la situation pour contraindre Clara à vendre son entreprise, la rendant ainsi vulnérable à un rachat stratégique par un autre investisseur,
une personne avec laquelle Isabelle entretenait des relations d'affaires. Isabelle ne cherchait pas à détruire Clara. Elle voulait prouver que, sans pouvoir matériel, Clara ne pourrait jamais être vraiment heureuse. Elle voulait que Clara se perde dans sa propre quête d'un idéal, d'une chose qui ne s'achète pas. Clara ressentit un mélange de colère et de tristesse. Elle ne savait plus si elle pouvait faire confiance à qui que ce soit. Isabelle, l'amie qui lui avait prodigué tant de conseils, celle qui l'avait poussée à entrer dans ce jeu de pouvoir, était derrière tout ça. Mais ce qui la choqua le plus, ce n'était pas tant l'acte d'Isabelle, mais ce qu'elle comprit ensuite, elle-même y avait été complice, sans s'en rendre compte. Les jours suivants, Clara s'isola de tout et de tous. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Seule chez elle, le silence emplissant l'espace vide, Clara comprit enfin ce qu'elle devait faire. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne, ni de dominer le monde. Ce qui comptait vraiment, c'était de vivre la vérité que François lui avait apprise, la liberté d'être elle-même. Le week-end suivant, Clara convoqua une réunion importante. Elle réunit tous les investisseurs et les membres de la fondation pour annoncer sa décision. Elle ferait don d'une grande partie de ses actions et de ses actifs afin de développer sa fondation et d'aider encore plus de personnes à travers le monde. Le prestige que son entreprise pouvait lui conférer ne l'intéressait plus. Ce qu'elle souhaitait désormais, c'était constater l'impact concret de son changement sur le monde. À la fin de la réunion, Clara ressentit un profond sentiment de paix. Ce qu'elle avait tant redouté, tout perdre, lui semblait désormais être la seule chose qui puisse enfin la libérer. Mais la dernière surprise restait à venir. En fin d'après-midi, alors que Clara traversait le jardin, François apparut à la porte. Il la regarda avec un doux sourire et d'un simple geste dit « Tu t'es enfin retrouvée, n'est-ce pas ?» Clara, le cœur léger, répondit « Oui, enfin. Et plus important encore, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin pour être heureux sans rien attendre en retour. » Ils s'étreignirent à nouveau, mais cette fois sans attente. Plus aucun des deux n'était prisonnier du passé. Ils étaient libres d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ et peut-être de poursuivre leur histoire ensemble, mais cette fois de façon authentique, sans masque, sans faux semblant. Clara avait enfin compris que le véritable succès ne résidait pas dans la maîtrise du monde qui l'entourait, mais dans le fait de s'autoriser à vivre pleinement et authentiquement. Ce qu'elle avait d'abord perçu comme un pari risqué se révélait désormais être une occasion unique de se redécouvrir. Elle apprit que le véritable amour n'exige ni contrôle ni perfection, mais acceptation et abandon. Le chemin, autrefois si semé d'embûches et de tromperies, avait désormais un but clair, la découverte de soi. Peu importait plus ce que le monde attendait d'elle, ni les jeux auxquels elle se livrait pour sauver les apparences. Clara était enfin libre d'être elle-même, avec toutes ses imperfections, ses insécurités et surtout le courage d'emprunter une nouvelle voie. François, de son côté, s'était lui aussi transformé. Il n'était plus l'homme qu'elle avait tenté de façonner, mais celui qui, en se libérant de ses propres attentes, avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Ensemble, ils pouvaient encore avancer vers l'avenir, mais désormais avec la ferme intention de se soutenir mutuellement, sans pressions extérieures, simplement comme deux êtres qui avaient appris à apprécier la simplicité et l'authenticité de leur âme. Et tandis que Clara se tournait vers l'avenir, elle savait que le voyage de la découverte de soi était sans fin. C'était un chemin continu, et tout au long de ce parcours, elle apprendrait à chaque étape que la véritable liberté venait de l'intérieur et que le bonheur était enfin à la portée de ceux qui savaient vivre sans masque. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre vision du monde ? Peut-être vous êtes-vous perdu dans vos propres attentes ou avez-vous tenté de contrôler quelque chose ou quelqu'un au nom d'un idéal ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment la vie vous a poussé à vous réinventer et à trouver votre véritable essence. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants.
Le meilleur est à venir.